Bonjour et bienvenue sur Bouge TV, nous sommes toujours à Guise, nous avons posé nos caméras au Familistère avec Sébastien de YouRadio. Alors Sébastien, comment on vous écoute? Alors on peut nous écouter sur le site internet www.youradio.fr et également télécharger l'application mobile. Donc on tape YouRadio et vous pourrez télécharger l'application et nous écouter. Et ben voilà, c'est ce qu'on va faire. Ça va être tout maintenant. Très bien. Alors notre invité aujourd'hui n'est pas des moindres puisque c'est Jérôme Caron qui représente le service promotion du Familistère. Et c'est important pour nous, Jérôme, d'aller à votre rencontre parce que on voulait justement parler de ce lieu magnifique dans lequel vous avez eu la gentillesse de nous accueillir. Alors ce Familistère, il se gère comment ? Alors le Familistère aujourd'hui, c'est un musée, ce qu'on appelle un musée de site, donc c'est-à-dire que le musée est réparti entre différents bâtiments du Familistère. C'est en termes d'organisation, une organisation un peu particulière, en tout ce qui concerne les travaux, tout ce qui concerne le programme Utopia, donc le vaste programme de restauration, réaménagement et réhabilitation du site qui est mené depuis l'an 2000 par le département de l'Aisne et la ville de Guise, donc se fait au Familistère par le biais du syndicat mixte. Et vous avez également, pour tout ce qui est vraiment la gestion pure du musée, les accueils, les visites guidées, la restauration, les boutiques, vous avez un service dont je fais partie, qui est donc la régie du Familistère, et qui donc s'occupe au quotidien donc, de cette gestion, et donc de faire présenter le Familistère aux différents visiteurs qui viennent nous voir. Alors, pour les Axonais, tout le monde connaît le Familistère, mais nous sommes également suivis par des gens qui sont hors du département. S'il fallait résumer justement ce qu'est le Familistère, plutôt ce qu'a été le Familistère, puisqu'en fait c'est une idée utopique de Jean-Baptiste Gaudin, qui a en fait été un modèle ici. Alors oui, tout à fait. Alors résumer le Familistère est un peu compliqué, mais on peut essayer d'en donner une définition assez précise, dans le sens où le Familistère, c'est avant toute chose une expérience sociale, c'est une application. C'est une volonté de pouvoir proposer un autre format de société au XIXe siècle, il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque, sous la forme de l'association d'une entreprise, donc la fameuse fonderie Godin, les fameux poêles et cuisinières, et de ce que l'on va appeler le Familistère, ou encore le palais social des ouvriers, le palais social du travailleur, qui regroupe des pavillons d'habitation, qui regroupe des bâtiments d'équipement comme le théâtre, les écoles, des magasins coopératifs qu'on appelle des économas, et surtout une buanderie-piscine. Et au-delà de mettre à disposition des employés, c'est ce qu'on va appeler les équivalents de la richesse, Gaudin va aller beaucoup plus loin que ça, puisqu'il va vouloir et mettre en application une coopérative, une association coopérative en 1880, qui va permettre à ce que ce soit les familistériens, donc les employés, ouvriers, ingénieurs, techniciens, qui collectivement deviennent copropriétaires et surtout co-gérants de leur lieu de vie et de leur lieu de travail. Alors après, ça s'est perduré, puisque je pense que les gens ont également été propriétaires de leurs appartements ici. Alors le modèle coopératif imaginé par Gaudin et mis en place donc en 1880 va durer jusqu'en 1968, donc 88 années quasiment d'autogestion à Guise, qui en fait l'un des plus longs, si ce n'est le plus long système autogéré à avoir vu le jour au monde. Donc il faut quand même également montrer la dimension internationale et unique en son genre de ce site. Et en même temps, il faut montrer également que le système n'a hélas pas survécu, puisqu'il s'est arrêté en 1968, donc comme je le disais, et suite à cela, avec la dissolution de l'association, il y a eu une revente des bâtiments, et là, les familistériens qui étaient, on va appeler locataires finalement de leur logement, ont pu accéder à la propriété. Donc, s'il fallait résumer un petit peu l'esprit Gaudin, c'est justement permettre aux ouvriers d'être dans les meilleures conditions possibles pour justement d'être le meilleur au travail, c'est ça ? Alors il y a une forte association en effet entre le travail et ce que Gaudin va appeler le talent, mais c'est vraiment une vision toute particulière de ce lien sous la forme donc, de ce que j'appelais tout à l'heure les équivalents de la richesse, qui passe par de meilleures conditions de travail, qui passe par de meilleures conditions de vie, et aussi et surtout il faut montrer, et c'est ce que Gaudin va faire avec le Familistère, que l'employé par son travail peut s'émanciper, il peut s'élever de son propre rang, il peut accéder à des fonctions, tout du moins à un rang qu'on ne lui imaginait pas du tout à l'époque et parfois même aujourd'hui, celui de décisionnaire, celui de coopérateur, celui de co-gérant d'une entreprise et d'un lieu de vie. Donc c'est proposé par l'application un nouveau format de société qui n'est plus cloisonné entre des patrons et des ouvriers, mais sous un nouveau format. Alors certains
pourrait le définir comme des ouvriers patrons, Gaudin préférant le titre d'actionnaire ou tout du moins d'associé, l'association du capital et du travail. Alors c'était déjà à l'époque, prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise. Alors oui, il y a cela, mais c'est prenez soin de vos employés pour qu'ils prennent soin de leur entreprise. Là, on n'est plus dans l'idée d'un Gaudin qui va travailler, entre guillemets, pour lui ou pour sa famille, même si, bien sûr, il va être l'organisateur, il va être directeur de l'entreprise, mais il va également, finalement, céder cette entreprise à ses employés de manière coopérative. Il est lui-même un membre de cette association, donc il touche des parts de bénéfices comme les autres, mais le familistère, de facto, en 1880, ne lui appartient plus directement. Ça devient ça devient la copropriété des employés. Donc c'est également leur dire que par le travail, ils vont créer quelque chose, ils vont créer un capital, ils vont pouvoir profiter des bénéfices et des bienfaits de ce capital sous des formes diverses et variées, un salaire plus élevé, une journée de travail moins longue, le logement, l'hygiène, le confort, le bien-être, et en même temps ils doivent être associés à la gestion et au développement de ce capital. Alors j'ai l'impression qu'on commence à revenir un petit peu à cette, pour certains employeurs, commencent à revenir à cette philosophie du partage. Je vois par exemple à Lyon, il y a Saint-Louis, je pense en particulier, pour fêter les 25 ans de son entreprise, il a distribué plus d'1 million d'euros à ses employés. Je pense également, même si on n'est pas tous d'accord, mais le groupe Auchan, qui depuis déjà des années offre une participation au capital à l'ensemble de ses salariés. Voilà, je pense qu'on commence à réintégrer un petit peu le salarié dans la richesse de l'entreprise. Alors ça se fait en effet, ça se développe petitement, ou tout le moins par des cas exceptionnels, on va dire, isolés, mais on reste quand même à des systèmes où l'employé, même s'il bénéficie donc de cette ce qu'on pourrait appeler d'une forme de valeur au travail ou d'association au bénéfice, il n'est pas non plus associé à la gestion de l'entreprise, comme à l'inverse l'était le familistérien ou l'employé de l'entreprise. Mais c'est quand même des bonnes choses et qui prouvent que ces idées que certains ont eues, qu'ils l'ont laissé finalement qu'à l'état de théorie pour diverses raisons, que Gaudin a mis en application ici à Guise, qui date quand même du 19e siècle, donc qui ont maintenant plus de 150 ans, même si ça a pris du temps, elles émergent peut-être un peu, elles reviennent à la surface, et si ça peut permettre à ce que ça aille plus loin et que d'autres familistères, ou au moins des principes basés sur le familistère ou ayant le même état d'esprit que le familistère voit le jour, ce serait prouver que Gaudin avait raison et qu'il a bien eu raison en son temps et à son époque de tout mettre en œuvre pour l'appliquer. Et que derrière, donc, Gaudin n'était pas dans la vérité, mais il avait mis en application un système auquel maintenant on réfléchit encore. Exactement. Alors, s'il avait été possible pour lui de voir un petit peu ce qu'on a fait de son œuvre, je pense qu'il serait fier aujourd'hui de voir que tout ce qu'il a fait n'est pas tombé à l'eau, que ça a été entretenu, que aujourd'hui des gens viennent par milliers, vous allez nous donner à peu près des chiffres tout à l'heure, pour justement visiter ce qui a été l'esprit Gaudin, ce qu'il en reste aujourd'hui, parce qu'on est là dans cette aile du familistère où des gens résident encore ici. Des appartements sont également disponibles en visite, on est bien d'accord. Voilà, je veux dire, le patrimoine est là, on peut le visiter, on peut s'en inspirer pour celui qui aurait envie de s'ouvrir de la même façon que l'a fait Gaudin. Alors oui, c'est très important de souligner que le familistère, aujourd'hui, c'est toujours un lieu en vie. C'est donc de dire qu'au-delà du terme musée, qui donne parfois chez certains un côté un peu passé ou de voir quelque chose qui s'est achevé d'une autre époque, on est dans quelque chose qui est toujours d'actualité, on vient d'en parler, mais également toujours d'actualité puisque le lieu, il est donc toujours en vie. Il y a toujours des gens qui vivent au familistère, ça c'est important de le souligner, de dire que le palais social de l'ouvrier comprend encore des résidents, que le théâtre est toujours un lieu culturel depuis 2011 maintenant, par le biais avec une programmation. Utopia, il y a une programmation qui est proposée avec des spectacles, avec des représentations, avec des concerts. D'ailleurs, par exemple, il va y en avoir un là dans très peu de temps,
dans la semaine prochaine, samedi prochain, on va y avoir un concert du groupe Volo qui vont se produire à Guise au théâtre. Il y a eu des têtes d'affiche qui sont passées, il y a eu Thomas Fersen par exemple. Des têtes d'affiche, Thomas Fersen, la Grande Sophie, Saul, il y a eu Didier Super et la prochaine à venir, c'est les Vampas. Fin du mois de novembre, ils viendront ici donc au Familistère, au théâtre, pour une représentation avec en première partie Luna Lost, qui est également un groupe du coin de la région, enfin du moins du nord de la France. Et donc ça va être également une possibilité de montrer un lieu toujours en activité. Et au-delà de cette activité, on va dire, qui est à rapprocher de ce que Gaudin faisait en son temps, ou de ce qu'il y avait au Familistère, il y a donc maintenant ce musée de site à découvrir avec ses expositions, avec ses aménagements, avec cette présentation de ce qu'était la vie familistérienne, de ce qui a inspiré Gaudin, de ce qui en a découlé en France comme dans le monde. Et donc ça permet aux gens de se rendre compte que Gaudin, c'est pas un petit truc comme ça qui a été fait dans un coin, que ça vient d'une idéologie ou tout du moins d'un état d'esprit qui est loin, on en parlait tout à l'heure, de l'utopie, avec la particularité que cette utopie, elle est réalisée à Guise, elle est mise en œuvre, elle est construite, elle est visitable, c'est dur, c'est quelque chose de... Et avant de créer justement ce qu'il a créé, il faisait quoi Gaudin Alors, pour revenir sur le personnage de Gaudin, c'est vraiment quelque chose d'assez fascinant, parce qu'il faut savoir que Gaudin n'est pas ce que je vais appeler un héritier, ce n'est pas quelqu'un qui vient d'une grande famille industrielle, qui aurait eu les fonds par le biais de la richesse de sa famille. Gaudin, c'est un ouvrier qui est né dans un petit village de l'Aisne, qui n'est pas très loin de Guvis, qui s'appelle Écléry. Il a commencé à travailler dès l'âge de 11 ans, donc il a vraiment connu les conditions de vie et de travail qui n'étaient pas du tout évidentes à l'époque. Il a quand même eu l'instruction, Gaudin a été à l'école, même si il faut revoir l'éducation d'époque, mais il sait quand même lire et écrire, et ça va être un point important qui va lui permettre, par le travail déjà d'évoluer, de monter son propre atelier, de créer les poêles, les cuisinières, et puis aussi, surtout derrière, de pouvoir s'instruire ou continuer cette instruction, cet intérêt que Gaudin a toujours eu, cette ouverture d'esprit, et de lire les philosophes des Lumières, Saint-Simon, Cabet, et un philosophe utopiste français qui va le marquer, Charles Fourier. Et par le biais du fouriérisme et du projet concret du fouriérisme, ou du moins du plan fouriériste du phalanstère, Gaudin va en faire découler le Familistère dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il aura fallu combien de temps entre le moment où il l'a pensé et le moment où ça s'est réalisé? Alors il a fallu pas mal de temps, puisque déjà il a fallu que Gaudin monte une entreprise qui soit capable de supporter les frais et l'organisation du lieu. Il faut savoir que Gaudin crée son premier atelier en 1840, qui s'installe à Guise en 1846. Cela, tout ce qu'on voit ici a totalement été financé au démarrage par l'activité des... que l'ensemble des travaux qui, là j'entends pour le famille, donc les pavillons d'habitation qui ont duré 25 ans, de 1859 à 1884, ont été uniquement financés par les bénéfices de l'entreprise. C'est-à-dire que Gaudin avait également compris l'importance de l'industrie, donc il est dans l'ère de son temps, mais il sait également que l'entreprise et le progrès technique et technologique doit être utilisé au profit de l'employé. Il avait combien d'employés à l'époque? Alors quand Gaudin a s'est installé à Guise, il en avait une trentaine, et on va considérer qu'à sa mort, il est aux alentours de 1500 employés. En sachant que l'usine, par la suite, va dépasser les 2000 employés après sa mort, après la Première Guerre mondiale. Et parce que Gaudin existe toujours aujourd'hui, hein, quelle est la part de la société par rapport au Familistère? Plus rien du tout? Ils ont encore un lien de... Le lien, je dirais déjà, il est physique, puisque l'usine est au bout de la rue. Quand on traverse le Familistère, on ne peut décemment pas... Il participe en quelque chose? Alors là, l'entreprise, maintenant, il faut considérer que c'est une entreprise qui est privée, donc qui a sa propre gestion. C'est le groupe Cheminée Philippe qui possède la marque Gaudin. Mais maintenant, depuis un bon moment déjà, il y a... un rapprochement un peu particulier, mais au moins il y a une ouverture, et ce qui a permis, par exemple, à des événements comme le 1er mai ou les journées du patrimoine, à ce que l'entreprise s'ouvre et que les gens puissent aller la voir, parce qu'il ne faut pas oublier que même si de plus en plus de gens parlent du Familistère, de l'expérience Gaudin, et grâce à vous, plein d'autres, je le souhaite, le feront, mais ce qui reste Gaudin dans l'imaginaire, dès qu'on dit Gaudin, c'est le poêle, c'est la cuisine. Donc forcément, c'est l'usine. Donc les gens sont également attachés à ces objets. Et donc avec l'usine, maintenant, il y a une ouverture, il y a des liens qui se créent. Et quels ont été les derniers jours de sa vie? Il était encore en activité, il a terminé malade. Comment a fini Gaudin?
Alors comment a fini Godin? Godin il est mort finalement assez rapidement, hein. Il est décédé le 15 janvier 1888, justement dans ce bâtiment dans lequel nous sommes, dans le pavillon de l'aile droite, dans l'appartement qu'il avait au Familistère, hein, puisque Godin vivait au Familistère avec les employés. Et donc Godin est décédé, il allait avoir à quelques jours près 71 ans, ce qui pour l'époque est un âge assez respectable. Avancé et respectable. Mais surtout, Godin, c'est quelqu'un qui, jusqu'au bout de sa vie, a tenu son projet, avait plein d'idées, avait la volonté de créer d'autres, ou tout le moins d'amener à ce que d'autres familistères soient réalisés. D'ailleurs, il venait de se lancer dans la construction d'un second familistère en Belgique, à Laken, en périphérie de Bruxelles, puisqu'il possédait également là-bas une entreprise, afin de pouvoir diffuser l'idée dans un autre pays, et pourquoi pas à ce qu'elle prenne. Donc, Godin était toujours en relation avec plein de monde, Godin réfléchissait toujours à comment faire évoluer cette société. Donc non, je pense que Godin, jusqu'à la fin de sa vie, il a pensé à cette expérience et à la possibilité de mettre en place et de développer cette expérience. Il y a eu une descendance Alors Godin a eu des 2 mariages qu'il a fait, un fils, Émile, mais qui ne va pas lui succéder pour différentes raisons. Mais pour lui, il le dira ainsi de cette manière, ses héritiers sont les femmes ministérielles. Les femmes ministérielles, les membres de l'association coopérative, dont il a essayé, par des réunions, par des débats, par des rencontres au théâtre, d'insuffler cet état d'esprit, de présenter cette vision des choses et essayer de leur appliquer, ou tout au moins de leur apporter une morale de conception, ou tout au moins de gestion. C'est à eux que revient le travail à la fois de maintenir le Familistère en vie à Guise et de le diffuser pour que, pourquoi pas, comme nous le disions tout à l'heure, l'idée sème et s'applique un peu partout en France, en Europe. Je crois d'ailleurs qu'il a eu un rôle politique de très courte durée, certes, mais il a été député très peu de temps, je crois. Il a été député le temps d'un mandat, jusque 1871-1876. En tout cas, il a un mandat de député, mais il n'est pas entre guillemets tombé à la bonne période, puisqu'il arrive en pleine commune de Paris. D'ailleurs, l'Assemblée constituante se trouve alors à Versailles, et Godin va vivre ces événements à Versailles, un peu de loin, parce qu'il n'est pas directement impliqué dans la commune de Paris, mais il va essayer, par le biais de la politique, d'amener ses idées d'un niveau local à un niveau de l'État, mais sans grande réussite. Il me fait penser un peu à Eiffel. Alors c'est vrai que beaucoup de gens y pensent dans la vision de l'architecture, mais au-delà de l'époque et puis donc de certains principes, je pense que Godin c'est vraiment quelqu'un à part et c'est vraiment une personne incroyable. Et quand on voit tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit, tous les sujets aussi qu'il a abordés, que ce soit économiques, architecturaux, politiques, voire même... On sent en vous une vraie passion pour Godin. C'est vraiment un lieu et quelque chose d'incroyable que d'être au Familistère, de pouvoir leur en parler tous les jours. Et je pense que mes collègues sont d'accord avec moi, déjà parce qu'on est dans un lieu unique, déjà parce qu'on est dans un lieu qui ne fait que évoluer et se développer par le biais du programme Utopia. Et puis c'est également de se dire que d'une certaine manière... Vous êtes un peu aussi un familistérien, non? On perpétue cette idée. Alors moi je ne me considère pas comme familistérien, puisque quand on pose la question « auriez-vous vécu au Familistère ?» aujourd'hui je serais tenté de dire non, puisque c'est un choix déjà à faire, c'est-à-dire que le non peut être envisagé. Sébastien, tu y as vécu toi ici, hein? Oui, j'ai vécu pas mal d'années ici. Et je pense que Sébastien, tu le diras, vivre ensemble dans un lieu comme celui-ci, sans faire ombrage à l'œuvre de Godin, pas tous les jours évident, pas tous les jours facile. Il y a des personnes qui peuvent penser, en fait, ça fait comme une prison, avec les barreaux, etc. Je pense qu'il y a des gens qui pensent ça après. Qui le remarquent et qui le remarquaient déjà à l'époque. C'est pas le cas, mais c'est vrai que des fois ça peut donner un côté un peu... Alors Jérôme, on a très largement dépassé le temps, mais c'est pas grave. C'est tellement passionnant de parler de Godin, on pourrait faire une émission complète rien que sur Godin. J'aimerais qu'on conclue avec les rendez-vous importants que vous nous donnez. Alors vous parliez du 1er mai, ça il n'y a pas de problème, on sait que tous les ans au 1er mai il y a effectivement la visite du site, mais on peut visiter toute l'année déjà pour commencer. Et alors au niveau du théâtre, il y a des rendez-vous importants. Comme j'en parlais tout à l'heure, la prochaine date importante c'est Didier Vampas. Samedi prochain, donc le prochain spectacle est le groupe Volo qui va se produire au théâtre, et ensuite c'est fin novembre, vous avez donc les Vampas qui
qui viendront avec en première partie le groupe Luna Lost, et donc qui viendront ici. Donc on parlait tout à l'heure de tête d'affiche, on a eu des grands acteurs, on a eu des artistes reconnus, connus et reconnus, et donc là ils font encore partie du lot. Et puis après, ils ont tous une sensibilité quand même, les artistes qui passent ici. Oui, ils sont tous marqués par le lieu. Hein. Certains le connaissent pas forcément quand ils viennent, mais tous, on va dire, ne ressortent pas indemnes du Familystère. Ils en gardent une idée, un concept, et puis parfois même certains restent pour visiter, et ils se disent voilà, j'ai peut-être fait une représentation, mais j'ai envie de m'intéresser plus au lieu, et je viens faire une visite, et puis on les retrouve avec nous en visite. Eh bien Jérôme, merci mille fois de nous avoir accueillis ici au sein du Familystère. On y sera encore pendant 2 jours, puisque demain nous serons avec François de la Société de tir, et vendredi nous serons avec Manon, et toujours bien entendu notre fil rouge de la semaine, Sébastien Perrin, pour You Radio, qui, on peut le dire maintenant, tu es presque un de nos correspondants sur la région de Guise. Avec grand plaisir. Merci au Familystère, merci à tous ceux qui ont préparé et réalisé cette émission. À demain sur Bouge TV.